Alors voilà, donc ça c'est pour tout ce qui était ortho et parasympathique. Je vous conseille largement à la page 156 de lire justement l'antagonisme. Donc ça vous redonne justement ces informations-là. Alors vous les avez ici, dans le syllabus. Donc ça c'est le syllabus où c'est les mêmes. Et donc vous pouvez comprendre vraiment quels sont les effets physiologiques, et donc ça c'est bien un cours de physiologie, les effets physiologiques du système nerveux para et orthosympathique. Et là on est bien dans la partie motrice, hein. Donc c'est là qui nous intéresse. Je vous avais dit, l'orthosympathique est une partie sensitive avec un nerf qui ramène l'information. C'est pas ça qui nous intéresse ici pour le moment. Donc c'est vraiment dans les deux parties motrices et l'effet qu'ils vont avoir sur les différents muscles lisses involontaires ou sur le muscle strié cardiaque involontaire lui aussi. Ok. Et donc, à la page 156, on va avoir une information avec un tableau qui nous donne justement les différents effets. Ok. Bon, pour le système nerveux ortho et parasympathique, donc système nerveux autonome, je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses. Donc, on l'a vu aussi en bio, voilà, ça a déjà été vu plusieurs fois, donc on va s'arrêter là. Je vous ai dit les pages que vous deviez connaître et les pages à ne pas connaître. Maintenant, on va entamer le dernier chapitre qui est donc les glandes endocrines. Okay, avec le système endocrinien. Et le système endocrinien, c'est vraiment, et vous l'avez, hein, donc l'examen termine avec le système endocrinien. Le système endocrinien, je veux que vous compreniez la différence. Si maintenant je vous demande de comparer le système endocrinien avec le système nerveux, je veux que vous puissiez me dire quelle est la grande différence entre ces deux systèmes. Okay, donc le système endocrinien, il est formé par des glandes endocrines qui, elles, sont disséminées un petit peu partout dans l'organisme. Et donc c'est un système qui est non continu. C'est très important de comprendre par rapport au système circulatoire, qui a donc une circulation dans une tuyauterie quelque part qui est complètement fermée. On va avoir le système nerveux qui lui est continu, c'est-à-dire que l'information, c'est un nerf qui amène l'information. On a un influx nerveux qui traverse le nerf et d'un neurone à l'autre, on va avoir des neurotransmetteurs qui vont permettre de continuer le message. Mais donc c'est bien un nerf qui aboutit et qui amène une information finale à l'organe qui est visé par cette information. Alors que ici, le système endocrinien, lui par contre, ça n'est pas contenu. Ce sont des glandes qui vont libérer des hormones. Okay. Et ces hormones vont être libérées dans le sang ou dans la lymphe et donc vont atteindre l'organe de cette manière-là. Mais donc la plupart du temps, elles vont atteindre plus qu'un organe. Okay. Donc c'est moins ciblé, sauf si c'est une hormone qui va agir sur un seul organe. Okay. Donc dans certains cas, elle peut traverser tout le système circulatoire sans aucunement impacter les endroits par lesquels elle passe. Et puis à un moment, elle va arriver au niveau de l'organe cible et l'organe cible va être sensibilisé par cette hormone. Donc ça va lui donner une chaîne de réaction. Ça va? Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc de bien comprendre que c'est un mode de fonctionnement qui est complètement différent. Mais par contre, il y a des points communs. Hein, on va avoir, par exemple, on a vu les glandes surrénales qui fabriquent de l'adrénaline. Et bien l'adrénaline, on sait que c'est un neurotransmetteur du système nerveux orthosympathique. Donc dans certains cas, ça va aller aider un autre système. À nouveau, on a vu tout ce qui était hormones sexuelles, qui allait donc impacter sur les organes sexuels, donc le système reproducteur. Ça va? Donc elle interagit avec d'autres systèmes en passant par le système circulatoire et dans lequel on va avoir donc le sang et la lymphe. Ça va? Et le système lymphatique. Donc, ces glandes, elles sont évidemment fortement drainées avec beaucoup de capillaires sanguins et lymphatiques, tout simplement parce qu'effectivement, il va y avoir la nécessité de diffuser dans le système circulatoire. C'est un peu comme au niveau des poumons. On a vu qu'effectivement, on avait plein de petits vaisseaux capillaires sanguins qui entouraient les alvéoles pulmonaires parce que c'est un endroit d'échange. Mais là, c'est aussi un endroit d'échange puisqu'on doit échanger les hormones, en tout cas les substances synthétisées par ces glandes pour qu'elles passent dans le sang et qu'elles puissent du coup atteindre les organes cibles. Okay. Donc ici, au niveau des glandes endocrines, on va avoir principalement l'hypophyse qu'on a déjà vu dans le système nerveux. Hein. Donc on voit que justement, il va y avoir des liens entre différents systèmes. Et donc ici, comme vous voyez ici le thymus qu'on a vu dans le système immunitaire, donc on va avoir l'hypophyse qui est une glande endocrine, okay, même si on la met dans le système nerveux. Okay, puisqu'elle va avoir un rôle à jouer, puisqu'elle va impacter le système nerveux central. Okay, et que déjà en plus au niveau, la localisation elle se situe au niveau du système nerveux central. Mais donc on va avoir l'hypophyse, la thyroïde ici, hein, que vous connaissez tous, hein, la thyroïde ici, les glandes thyroïdiennes. Et puis ensuite on va avoir les parotides, les surrénales et le corps pinéal qu'on a vu aussi. Vous savez, c'est ce qui était expliqué dans le système nerveux comme étant c'était quoi? Une pomme de pin, voilà, il était décrit comme étant une pomme de pin. Et donc on va avoir le corps pinéal, vous vous souvenez, avec la mélatonine, hein, qui synthétisait de la mélatonine.
On va avoir, donc le thymus, j'en ai déjà parlé, le pancréas. Alors, qu'est-ce qui synthétise le pancréas? Vous vous souvenez? Donc, il est marqué qu'il est partiel. Pourquoi? Parce que d'un côté, il va synthétiser des sucs digestifs qui vont directement être rejetés dans le duodénum, donc dans le système digestif, pour digérer les différents aliments, principalement les protéines. Donc ça, c'est une partie de la fonction du pancréas. Mais on va avoir aussi des différents îlots, des îlots alpha et bêta de Langerhans. Et donc, en gros, ces îlots qui sont sur mon pancréas, eux, ils vont fabriquer... on a vu que les diabétiques, c'était un problème, donc un problème au niveau de la synthèse de cette substance et donc un déficit de synthèse au niveau du pancréas. Et donc, c'était bien l'insuline, le transporteur du sucre, vous vous souvenez? Et donc, ici, on va avoir le pancréas qui a donc une fonction qui est partiellement donc, dans le tube digestif, dans le système digestif, et partiellement au niveau des glandes endocrines. Et puis ensuite, on a les gonades. À nouveau, gonades, c'est soit testicules, soit les ovaires, qu'on soit chez l'homme ou chez la femme. Donc, c'est bien ça fait partie bien du système reproducteur, mais on avait vu que les gonades, elles allaient synthétiser quoi? Vous vous souvenez? Les testicules, ils synthétisaient quoi? La testostérone, on avait vu ça avec le rétrocontrôle, vous vous souvenez, LH, FSH, testostérone, est-ce que vous vous souvenez de tout ça? Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important avec le rétrocontrôle, on avait vu que on allait synthétiser une hormone qui allait stopper la synthèse d'une autre hormone. Cette autre hormone qui, elle, donnait l'ordre de synthétiser elle-même. Et donc du coup, la boucle est coupée à partir du moment où le signal vient bloquer le signal de base. On avait vu ça dans le système reproducteur, donc ça normalement c'est vu en biologie. Et donc ici, on voit bien qu'il y a d'une partie, les testicules vont fabriquer des spermatozoïdes, système reproducteur, mais aussi ils vont fabriquer de la testostérone, et donc on est bien dans une glande endocrine. Même chose pour les ovaires, les hormones féminines cette fois-ci, qu'on a vu aussi en biologie. Ensuite, on va avoir l'hypothalamus qui, lui, est vraiment neuro-endocrinien, puisqu'il a toute une partie qui est vraiment appartient au système nerveux, et puis toute une partie endocrinienne qui est donc bien l'hypothalamus. Vous vous souvenez, on avait vu justement la synthèse de certaines hormones, justement par exemple dans le système reproducteur. Ok? Vous vous souvenez de ça? Hypothalamus, hypophyse. Hypothalamus, hypophyse. Et puis après les gonades. Donc ça, il faut aller revoir dans le cours de bio. Mais donc, ces glandes endocrines, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles vont synthétiser des hormones qui vont agir sur soit un organe cible, soit plusieurs organes cibles. Okay? Par exemple, ici, l'insuline, vous vous imaginez bien qu'elle agit sur toutes les cellules du corps. Elle permet le passage justement du sucre du sang vers les tissus partout dans le corps. Ça va? Donc ça, c'est quelque chose qui est important au niveau de la compréhension du système endocrinien. Au niveau du type d'hormones, donc on va avoir deux types, les hydrosolubles et les liposolubles. Les hydrosolubles, ce sont des peptides ou en gros des protéines, donc des dérivés d'acides aminés. Ça, on a vu aussi en bio. Les liposolubles, ça va être des stéroïdes ou des dérivés du cholestérol. Vous comprenez que quelque chose qui est hydrosoluble ou liposoluble, eh bien ça va avoir un impact sur est-ce que ça peut rentrer dans la cellule, qui est donc une couche de graisse, les phospholipides, et donc celles qui peuvent effectivement être liposolubles, elles vont réussir à entrer dans la couche de graisse. Alors que les hydrosolubles, elles se dissolvent dans l'eau, et donc du coup, c'est comme l'huile et l'eau, donc elles ne vont pas pouvoir rentrer dans cette partie graisseuse, et donc elles vont rester à l'extérieur de la cellule. Et c'est pour ça qu'on va avoir deux types d'hormones, celles qui fabriquent une substance qui rentre dans la cellule, et celles qui fabriquent une substance qui reste à l'extérieur de la cellule. Alors, elles agissent sur certaines cellules seulement, donc elles vont avoir des cellules cibles, qu'elles soient certaines cellules, donc peu ou bien beaucoup. Donc ça dépend des différentes cellules, mais on voit bien qu'effectivement, par exemple, la testostérone, elle va agir principalement sur... Alors ça agit sur quoi la testostérone, à votre avis? Eh bien, ça agit tout simplement sur évidemment la maturation des spermatozoïdes, principalement au niveau des gonades, mais la testostérone, elle a aussi une action sur l'humeur, les réactions. Donc là, vous vous rendez bien compte que ça n'a pas une action la testostérone uniquement sur les gonades, mais aussi sur d'autres cellules réceptives au niveau du système nerveux central. Donc ça, c'est des choses importantes à comprendre, c'est qu'il y a une action sur un organe cible, mais parfois, ça peut être plusieurs organes qui sont ciblés.
Et donc, les cellules cibles ont des récepteurs spécifiques et saturables sur leur membrane plasmique. Ces récepteurs spécifiques, on les a déjà vus avec ces fameuses protéines ou glycoprotéines qui sont au niveau de la membrane plasmique. Hein. Et donc, ces glycoprotéines, elles vont tout simplement recevoir le message, clic, et du coup, ça va donner soit le message rentre dans la cellule et ordonne la cellule à faire quelque chose, fabriquer quelque chose par exemple, ou bien le message reste à l'extérieur de la cellule, mais il y a une communication entre cette protéine extérieure qui a reçu un message et à l'intérieur de l'autre côté de la membrane, si la membrane est ici, de l'autre côté de la membrane, elle déclenche une chaîne de réaction. Okay, c'est un peu comme on avait vu avec les lymphocytes T, vous vous souvenez, les cellules présentatrices, et hop, et puis d'un coup, on avait une chaîne de réaction qui se passait à l'intérieur de la cellule où elle fabriquait plein d'autres lymphocytes. Vous vous souvenez? Même chose avec les lymphocytes B. Donc on avait chaque fois des cytokines qui envoyaient un signal et qui induisaient une modification du métabolisme de la cellule. Ok? Et donc ici, on va avoir comme facteur d'activation, c'est soit la concentration sanguine, donc dans certains cas, c'est tout simplement plus on a d'éléments, plus l'activation va être réelle. Okay. Mais ça dépend aussi du nombre de récepteurs, puisqu'on a vu qu'ils sont saturables. Ça veut dire que si une cellule elle a 3 récepteurs, elle a 3 récepteurs. Voilà, même s'il y en a 150 dans le sang, elle va quand même, elle est déjà à son max à partir du moment où elle a reçu 3 hormones. Okay. Et aussi, il va y avoir l'importance entre l'affinité entre l'hormone et le récepteur. Et donc, c'est à peu près la même chose qu'on a vu avec le système immunitaire, hein, avec antigènes et anticorps. C'est à chaque fois de voir quelle est, quand c'est une fonction un peu de puzzle, de voir dans quelle mesure ils ont une bonne affinité. Okay, ça va impacter sur l'importance de l'activation. Ici maintenant, au niveau du nombre de récepteurs, ce nombre de récepteurs, il peut varier. Alors c'est important, par exemple, au niveau du cœur, on va avoir des récepteurs à adrénaline, par exemple. Okay. Et lorsque l'adrénaline augmente, donc on avait déjà l'orthosympathique qui allait donner des signaux adrénergiques, donc de l'adrénaline pour accélérer le cœur, mais on a dit qu'en plus, il allait demander à la surrénale de fabriquer de l'adrénaline. Ça veut dire qu'en plus, dans le sang, il va y avoir plus d'adrénaline. Bon, le cœur, il donne tout. Ce qui est important, c'est que quand effectivement, on va prendre par exemple des gens qui ont un cœur qui s'emballe beaucoup trop rapidement, ils vont prendre ce qu'on appelle des bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, c'est justement des récepteurs à adrénaline, okay, les récepteurs bêta. Et donc, s'ils sont bloqués, ça veut dire qu'on met quelque chose dedans, et donc ils sont saturés. Résultat, même si on a un pic d'adrénaline, votre cœur, eh bien, il ne reçoit pas le signal de l'adrénaline parce que les endroits où l'adrénaline est censée aller s'accrocher pour donner un signal au cœur de battre plus vite, ils sont déjà saturés. Le problème des personnes qui vont prendre des bêta-bloquants et qui vont arrêter par exemple de prendre des bêta-bloquants, c'est que le corps, une fois que toutes ces cellules, tous ces récepteurs sont saturés, eh ben, tout seul il va se dire je vais fabriquer, il y a un truc qui ne va pas, normalement je reçois de l'adrénaline, puis là j'en reçois plus, donc il va fabriquer des nouveaux récepteurs. Et donc la surface de ces cellules vont être riches, ces tissus vont être riches en plein de nouveaux récepteurs, par exemple bêta. Ok, récepteurs à l'adrénaline. S'il y a de plus en plus de récepteurs, eh bien, si on continue à prendre un bêta-bloquant, ces nouveaux récepteurs fabriqués vont chaque fois être bloqués par une sorte de serrure, ce médicament qui va venir bloquer ces récepteurs. Si d'un coup, le patient arrête par exemple de prendre des bêta-bloquants, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avoir 4000 récepteurs, vos cellules en auront fabriqué plus, donc votre tissu en aura fabriqué plus, et donc au lieu de 4000, on en aura 10 000 par exemple, et bien du coup, s'il n'y a plus de bêta-bloquants, il n'y a plus 4000 récepteurs qui vont recevoir un signal d'adrénaline, mais il y a 10 000 récepteurs. Et donc là, le cœur va battre 10 fois plus vite encore que ce qu'il battait avant. Okay, donc ça, c'est le risque, évidemment, c'est le fait que on va avoir une régulation de notre corps, le corps qui se rend que ses récepteurs ne sont pas efficaces et qui ne reçoit pas le signal qu'il a l'habitude de recevoir, il va fabriquer des nouveaux récepteurs. Et inversement, il peut y avoir une diminution petit à petit du nombre de récepteurs. Mais donc ça, c'est important de comprendre, puisque du coup, c'est ce qui fait que, on peut avoir un effet décuplé d'un pic d'adrénaline si on a plus de récepteurs. Si notre corps a fabriqué plus de récepteurs, d'un coup, quand on a un pic d'adrénaline, le corps est 2 fois plus sollicité que si on n'en avait pas. Ça, c'est un exemple que vous devez bien comprendre sur le nombre de récepteurs, qui n'est pas constant. Ok ? Et donc, évidemment, ça dépend aussi de la quantité d'adrénaline qui a été fabriquée. Ça, c'est... Ici, justement, on va voir maintenant dans la prochaine vidéo les effets de ces différentes hormones qui sont fabriquées par le système endocrinien. Et on s'arrêtera sur cette vidéo-là pour le cours de physiologie.